Oui, madame, on vous entend. Là, je vous reçois très bien. Est-ce que vous avez mon dossier en partage? Oui, madame, on le voit. Très bien. D'accord. Madame, madame, s'il vous plaît, vous pouvez quitter le mode plein écran Mode parce que ça va quoi? oui, parce que ça va bloquer après. D'accord. Allô, allô. Oui, madame. Alors, attendez, je vais essayer de mode écran. Non, non, voilà, laissez-la comme ça, très bien, madame. Là, vous m'entendez très bien. Oui, D'accord. Il faudrait que je retourne aussi sur ma la diapo. la diap, oui. Et comme C'est ça, bon, madame. Vous la gardez comme ça, voilà, très bien. vous préférez que ce soit comme ça. Ok. Oui, parce que sinon, ça va bloquer après. D'accord. Alors, D'accord. bonsoir à tous. Je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. C'est vrai qu'il est 20 heures avec 1 heure de retard. Il y a eu un problème technique. Mais là, on pourra aujourd'hui faire les lésions précancéreuses du col. Bon, on va éviter de faire le dépistage et le frottis, qui sont c'est des cours très importants. Je pense que vous les avez déjà fait en TD. C'est le cas pour tout le monde? Vous m'entendez là? Oui, madame. D'accord. OK. Donc, on va commencer sans tarder notre cours de lésions précancéreuses du col. Quand on dit lésions précancéreuses du col, ça veut dire des lésions qui sont prédisposées à faire un cancer, quelle que soit la situation, qu'il soit au niveau du col ou une autre partie, au niveau de l'estomac, au niveau du côlon. Mais là, aujourd'hui, on s'intéresse à l'appareil génital féminin qui est le col utérin. Avant de passer à ça, pourquoi s'intéresse-t-on à ces lésions précancéreuses du col? Parce que le cancer du col reste quand même un cancer qui est très fréquent, qui est facilement dépisté et pris en charge à temps. C'est un cancer qui est considéré quand même comme une maladie sexuellement transmissible. On voit bien sur les deux images que le cancer du col a sa deuxième place parmi les cancers gynécologiques de la femme, après le cancer du sein. En 2011, il a pris la 4e place après le sein, le rectum et la thyroïde. Et en 2012, il recule un peu d'une place, il prend sa 5e place. C'est clair que le nombre de nouveaux cas est en diminution, justement, c'est par rapport à ce dépistage. L'âge moyen de dépistage et de diagnostic de cancer du col est de 53 ans. Le suivi et la survie moyenne à 5 ans est estimée à 43% des cas. L'intérêt aussi, c'est de dire que le dépistage, il est accessible. Premièrement, c'est une méthode très facile, reproductible. C'est un organe qui est facilement accessible. Le cancer du col de l'utérus, il nous donne le temps pour le diagnostiquer, il nous donne le temps de le traiter avant qu'il ne devienne cancer. Donc, on a largement le temps de dépister ces lésions précancéreuses, on a largement le temps de prendre en charge ces infections gynécologiques sexuellement transmissibles. Et généralement, le premier agent pathogène mis au devant, c'est l'HPV. Et surtout quand il y a une infection HPV persistante. Bien sûr, l'intérêt pour le dépistage et la détection précoce justement de ces lésions précancéreuses. C'est pour ça qu'on dit que le col nous donne le temps d'agir. Les lésions précancéreuses, ils sont en augmentation actuellement. C'est pour ça qu'on avait vu le cancer du col, il a diminué d'un rang. Il était autrefois au 4e rang, actuellement il est au 5e rang. Et justement, ce taux d'incidence annuelle pour 100 000
standardisée dans le monde, des lésions précancéreuses du col a augmenté de 2% en moyenne chaque année par rapport aux lésions précancéreuses, passant de 26 à 30%. En même temps, dans le même temps, bien sûr, ce taux d'incidence des cancers invasifs diminuait de 7,1 pour 100 000 en 2000 et 6 à 6,2 en 2009. Ça veut dire qu'on a une diminution quand même de 1,3% par an. C'est quand même énorme. Et on pense qu'on a quand même gagné un pas. Mais on aimerait bien voir ce chiffre, justement, augmenter pour pouvoir vaincre ce cancer. En 2009, des lésions précancéreuses représentaient 3/4 de l'ensemble des lésions du col. C'est quelque chose d'énorme. Et c'est bien encore. Donc, idéalement, c'est de prendre en charge ces lésions précancéreuses et invasives dans les meilleurs délais. L'âge médian diagnostic était de 51 ans pour les cancers invasifs et les lésions précancéreuses, elles étaient à l'âge de 37 ans. Donc, on voit là bien la différence d'âge. Ça veut dire, ça nous confirme le temps que nous donnent ces lésions précancéreuses pour se développer en cancer. L'augmentation aussi de l'incidence de ces lésions précancéreuses et la diminution de celles-ci des cancers invasifs sont attribuées à l'efficacité du dépistage par le frottis. C'est ce qu'on vous demande actuellement, c'est l'intérêt de ce cours aujourd'hui. Donc là, vous êtes des futurs médecins, futurs praticiens dans certaines structures médicales, que ce soit au centre, dans l'Est, l'Ouest et surtout le Sud. Donc, sensibiliser notre population à y aller vers le dépistage, y aller nous-mêmes vers les patients, se rapprocher des centres médicaux, sensibiliser nos sages-femmes à sensibiliser aussi la population afin qu'elle soit dépistée, et le pas est déjà gagné. Donc, il y a des facteurs de risque qui sont les mêmes, que ce soit pour les lésions précancéreuses ou bien pour les lésions cancéreuses. Le cancer le cancer du col, c'est une histoire dans le temps. Donc, le premier facteur, qui est un élément nécessaire pour développer une lésion précancéreuse ou bien un cancer du col, c'est l'infection à l'HPV. Mais il faudrait que ce soit une infection à l'HPV qui est persistante. Ça veut dire que le corps peut éliminer cet HPV de manière spontanée, mais sa persistance est délétère pour ce col et délétère pour le col. Donc, l'infection HPV ne va pas agir toute seule pour transformer ces lésions précancéreuses en cancer, mais il y a d'autres cofacteurs qui coexistent avec cet HPV et qui le stimulent parfois pour pouvoir passer d'une lésion précancéreuse à une lésion cancéreuse. Parmi ces éléments, on a les facteurs viraux, infectieux surtout les HPV, et surtout aussi, on a la charge virale qui est importante. Tout dépend de la charge virale et tout dépend de l'élimination du corps de cet HPV. Il y a d'autres facteurs liés à l'hôte, c'est-à-dire à l'être humain, l'âge avancé, l'immunité de la patiente. Les patientes immunodéprimées favorisent cette surinfection, la susceptibilité génétique, qui est prédisposante aussi à une surinfection, et un cofacteur environnemental, bien sûr. Il n'est pas lié à l'hôte. La multiparité, l'âge jeune de mariage, ça veut dire l'âge assez jeune de rapport sexuel. Cela ne va pas dire qu'il faudrait qu'il y ait des partenaires multiples pour que ça soit considéré. Un âge jeune de rapport sexuel engendrait un cofacteur pour le développement d'un cancer. La multiparité aussi, les maladies sexuellement transmissibles,
à savoir le trichomonas, à savoir le chlamydia surtout. Une contraception orale, une contraception orale hormonale entretiendrait cette infection. Une inflammation cervicale, que ce soit par MST, par l'agression cervicale, par les accouchements, par les infections et les rapports sexuels. Et bien sûr, on a remarqué que chez ces patients, les patients qui ont été au contact d'une notion de tabagisme actif, qu'il soit actif ou soit passif, entraînerait à une évolution aussi vers le cancer. Et ça resterait des facteurs de risque majeurs. Là, un cancer de col de l'utérus est une maladie de la muqueuse du col de l'utérus. Ça veut dire, c'est un tissu qui va recouvrir le col, le vagin parfois, et l'endocol. C'est une muqueuse. Donc, pour qu'on comprenne mieux notre cancer du col, ou bien les lésions précancéreuses du col, donc, on doit comprendre où est-ce que ça commence, pourquoi ça commence et comment. Donc, pour comprendre ce cancer, comment il se développe, il faudrait qu'on connaisse quand même une certaine anatomie, la base de notre anatomie et surtout l'histologie de ce col. Donc, on va rappeler brièvement, je dirais, la structure anatomique, histologique, pour pouvoir rentrer dans les détails. C'est clair que le col de l'utérus est l'appareil reproducteur, c'est une partie centrale du pelvis. Elle est bien sûr, elle est formée d'un corps utérin qui est en haut, une partie basse qui est le col de l'utérus, qui est étroite et qu'on appelle le col. La structure de col de l'utérus est une structure assez intéressante par son point de communication. C'est un point de communication entre, bien sûr, la voie haute et la voie basse, l'utérus qui est le corps utérin et la voie vaginale. Généralement, il mesure 2 cm de long et il comprend, anatomiquement parlant, 2 parties. Une partie haute, on voit là, on voit bien, une partie haute, toujours la même chose. D'accord, voilà. Donc, une partie haute appelée, qui est là, appelée l'endocole ou canal endocervical, qui est intra-utérine, intracervicale, située au niveau du côté du corps utérin, et une autre partie qui est basse, qui fait face au vagin, qu'on appelle communément l'exocole. C'est ça. L'endocole, l'exocole. Le point d'union entre la muqueuse endocervicale, qui est l'endocole, et la muqueuse exocervicale, qui est l'exocole, il y a une jonction, ça s'appelle la zone de jonction. Eh bien, c'est cette partie-là qui est la plus importante pour pouvoir comprendre comment il y a ces lésions précancéreuses et comment il y a développement d'un cancer. Donc, cette zone de jonction, c'est à ce niveau-là que naissent les problèmes. Donc, on va voir la fonction de ce col utérin. Bien sûr, il est rempli de glandes qui sécrètent en permanence de la glaire cervicale et qui en connaît, comme tout le monde connaît son rôle, qui est un rôle lubrifiant, qui est une barrière aussi contre les infections et contre autres agents pathogènes. Donc, c'est une glaire qui est protectrice et elle a aussi un rôle primordial dans la reproduction, que ce soit pour pouvoir permettre aux spermatozoïdes de passer et lors de l'accouchement. Le col de l'utérus joue un rôle important lors de la grossesse, donc il sert à maintenir le col fermé. Et lors de l'accouchement, bien sûr, c'est son ouverture qui va permettre l'accouchement. Donc, sur le plan histologique, on va s'intéresser à cette muqueuse, aux détails de ce col. Donc, bien sûr qu'on avait dit que c'est un col qui est recouvert d'une muqueuse. Et toute muqueuse
est représenté comme un tissu de surface et qui est riche en épithélium et d'un tissu conjonctif en profondeur, qui est séparé bien sûr par une membrane basale, quand voilà la membrane basale. Pardon. Donc, on a l'épithélium, qu'il soit pluristratifié ou bien ondulé, et on a aussi la membrane basale qui sépare l'épithélium du chorion, qui est un rôle nourricier, bien sûr. Donc, on a au niveau de l'endocole, l'épithélium contient des glandes qui produisent du mucus, ce qu'on appelle l'épithélium glandulaire, c'est l'épithélium cylindrique, et qui est responsable, quand il y a une atteinte de cet épithélium, il est responsable de cancers qu'on appelle adénocarcinome. Adéno, lié aux glandes. Au niveau de l'exocole, bien sûr, l'épithélium, il est malpigien, il est pluristratifié, ce qu'on voit là. Et la tête de cet épithélium va engendrer un carcinome épidermoïde. Il faut bien retenir ces noms-là. Donc, l'endocole entraîne à des adénocarcinomes, l'exocole entraînerait à des carcinomes épidermoïdes, et bien sûr, quand on comprend cette anatomie, on pourra comprendre le comment et le pourquoi du comment. Dans les détails, l'exocole, il est fait en quoi? L'exocole, il est fait d'un épithélium qui est malpigien ou bien pavimenteux pluristratifié, il y a plusieurs assises cellulaires, qui est non kératinisé, ce qui le sépare de la peau, bien sûr. Il est riche en glycogène, il tapisse la partie cervicale de l'exocole, qui est là, et schématiquement, il est divisé, bien sûr, en 4 cellules, en 4 couches. On a la couche basale, qui repose sur la membrane basale. On a la couche parabasale, et cela dépend de la maturité de ces cellules. La zone ou bien la couche intermédiaire, et bien sûr la couche superficielle qui aura tendance à s'atrophier et à desquamer. Le chorion, qui est sous la membrane basale, il est riche en tissu conjonctif, il est riche en vaisseaux nourriciers qui sont nécessaires pour l'alimentation de cet épithélium. L'endocole, qui est un épithélium cylindrique endocervical, il n'a qu'une seule assise, une seule couche, ce qui le différencie, bien sûr, de l'épithélium pluristratifié de l'exocole, et qui est responsable, bien sûr, des sécrétions mucotiques. Et bien sûr, en dernier lieu, la zone plus intéressante qui nous intéresse, c'est la jonction exo-endocervicale, c'est la zone de jonction. C'est la zone de rencontre, bien sûr, entre l'épithélium malpigien et l'épithélium cylindrique. Il a appelé cylindrique parce qu'il a une forme, les cellules épithéliales ont une forme cylindrique. À l'état normal, cette dernière se situe à l'orifice externe du col, mais cette localisation, elle varie selon l'âge. La situation de la zone de jonction, on avait dit qu'elle était la plupart du temps sur un col normal en intracervical, limite intracervicale, mais chez une jeune fille en pleine activité sexuelle, cette zone de jonction a la tendance à s'extérioriser, ce qui va former un ectropion. Et comme le col,
cet épithélium cylindrique n'est pas habitué aux agressions exogènes, que ce soit infectieux, que ce soit les rapports, que ce soit la grossesse, etc. Donc, il y aura des modifications pour la transformation de cet épithélium cylindrique en épithélium malpigien. Donc là, schématiquement, quand on met la patiente sous spéculum, on pourra voir un col, dans tous les cas, avec un orifice qui soit un orifice normal, orifice externe, ou bien qui est un peu tortueux, qui est un peu gêné par un problème polypoïde, ou bien cet orifice qui est vraiment très étroit. Généralement, on le voit chez la nullipare, on le voit chez la femme ménopausée. Et bien sûr, là, quand on voit cet épithélium, cette partie externe, comment différencier entre un épithélium pavimenteux, c'est-à-dire l'exocole qui appartient à l'exocole, et un épithélium cylindrique. Donc là, on voit bien qu'il est un peu rouge, il est luisant par rapport à notre épithélium pavimenteux. Et là, la rencontre de ces deux épithéliums nous montrerait que c'est la zone de jonction. Schématiquement parlant, c'est ça. Donc, un épithélium malpigien pluristratifié, un épithélium glandulaire qui repose sur un stroma, du tissu conjonctif et bien sûr des vaisseaux nourriciers. Et bien sûr, la rencontre, la ligne blanche qu'on voit là, entre les deux, représenterait la zone de jonction. Notre histoire naturelle, bien sûr, on avait dit que l'agent pathogène primordial pour avoir ces lésions précancéreuses, eh bien, c'est l'HPV. Et on voit bien là que l'HPV 16 et 18, ils sont responsables de lésions cancéreuses dans 72% des cas pour le 16 et 19% approximativement pour les 18. C'est clair qu'il y en a plus d'une centaine de types d'HPV qui sont liés à l'hôte et bien sûr 40 d'entre eux, ils ont un tropisme génital. Ça veut dire qu'on n'a qu'une quarantaine à peu près d'HPV qui peuvent être rencontrés au niveau du vagin et 15 types qui peuvent être vraiment délétères et oncogènes, à savoir le 16, ici, le 18, le 31, généralement le 35 surtout, et le 45. On voit ici à 3,1%. Et ce que je viens de dire aussi, l'HPV 16 et 18, ils sont mis au devant pour leur responsabilité, dans 70% des cas, à entraîner un cancer. Donc là, c'est pour les facteurs de risque, c'est pas la peine qu'on répète. Là, c'est l'histoire, on avait dit que l'HPV, ça, c'est représenté, la flèche qui pénètre, c'est la cassure, c'est l'agression extérieure et qui faciliterait la pénétration de cet HPV vers la membrane basale qui pourrait dépasser et entraîner des modifications histologiques sur ce col, sur cette zone de jonction. Donc, on avait dit que l'histoire naturelle, bien sûr, d'un cancer, quel qu'il soit, il commencerait par une transformation cancéreuse d'une seule cellule. Donc, il suffit d'avoir une seule cellule atteinte pour créer un problème. Donc, on avait la transformation d'une seule cellule, l'expansion clonale de la cellule cancéreuse, il y aura une expansion locale, une croissance qui va rester leucorégionale, et puis, bien sûr, pour passer à l'invasion et la dissémination par la suite, qui sont les métastases. Donc là, on voit bien sur le plan schématique, ça c'est des schémas pour vous que vous puissiez retenir cette histoire de ce cancer du col. Vous voyez bien
que l'infection initiale à l'HPV prendrait 10 ans pour pouvoir se transformer en cancer cervical. Donc, la clairance à l'infection à papillomavirus, généralement, a tendance à diminuer, mais tout dépend. Est-ce que c'est une infection persistante? Est-ce qu'il y a d'autres agents pathogènes pour la transformation en lésion précancéreuse, qui soit de bas grade ou de haut grade? Donc, vous voyez, bas grade, on a le temps qu'il soit bas grade, donc ils peuvent évoluer du bas grade vers le haut grade, et 10 ans après, ce sera un cancer. Donc, on doit diagnostiquer ces états précancéreux et on doit les prendre en charge rapidement et au sérieux. Un état précancéreux est la phase initiale du cancer. Et c'est EST, pardon. Et c'est l'état initial d'un cancer. Donc, c'est des anomalies histopathologiques qui sont diagnostiquées qu'à la biopsie ou bien lors d'un dépistage au frottis cervico-vaginal. Les étapes de développement d'un carcinome avant la phase d'invasion correspondent aux étapes strictement intraépithéliales. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des lésions intraépithéliales pour pouvoir, sans dépasser la lame basale, pour pouvoir évoluer vers le cancer. Donc, ces lésions intraépithéliales, ces états précancéreux sont appelés dysplasie ou bien carcinome in situ. C'est quoi une dysplasie du col de l'utérus? Une vingtaine de papillomavirus, on avait dit qu'une vingtaine de papillomavirus humains sont à l'origine de ces anomalies cellulaires. Parmi eux, une quinzaine, le 16, 18, ce qu'on avait dit tout à l'heure, le 31, 33, 45, etc., sont responsables de ces lésions et de ces anomalies cellulaires, qui soient modérées ou bien sévères. Donc, il y a des conditions, il y a des lésions précancéreuses et il y a une dysplasie. Il y a une différence entre lésions, conditions et dysplasie. Les lésions précancéreuses sont des anomalies histologiques et qui sont pathologiques, qui sont détectables avant l'apparition d'un cancer. Les conditions précancéreuses, quant à elles, bien sûr, c'est des états cliniques qu'on doit détecter et, à travers eux, ça nous permet de dire cette patiente, elle a un risque élevé ou pas de développer un cancer. Elle nous guiderait vers la surveillance, elle nous guiderait vers le traitement, afin de déterminer cette population qui a un risque important de développer ce cancer. Une condition précancéreuse est donc distincte d'une lésion précancéreuse. Par exemple, j'ai pris un exemple de polypose colique familiale, qui est une condition précancéreuse pour développer. Même si le col il est rempli de polypes, ça ne veut pas dire que c'est un cancer, mais c'est un état précancéreux et les conditions précancéreuses permettraient de développer un cancer. Certaines lésions précancéreuses, bien sûr, on les appelle dysplasie. Donc, c'est un trouble qui est acquis de l'homéostasie cellulaire, restant d'anomalies génétiques, ce qu'on avait dit tout à l'heure, les facteurs de risque, qui altéreraient ce contrôle de la prolifération et de la maturation cellulaire par les agressions et par les cofacteurs. Les dysplasies ne sont décrites que dans les épithéliums. Autre que l'appareil du col utérin, il y a le tube digestif, les voies aériennes, etc. Là où il y a un épithélium, on parlera de dysplasie. Et ces lésions précancéreuses sont des lésions dysplasiques qui peuvent inconstamment et dans un délai très variable se transformer en cancer. Tout dépend de la situation et tout dépend de l'agression. Ça veut dire, si la lésion précancéreuse, ils peuvent, au lieu de prendre 10 ans pour développer un cancer, ils peuvent au bout de 5 ans nous développer un cancer. Et tout dépend, cela dépendra des anomalies génétiques, des anomalies immunitaires, etc. Donc, on va passer aux états de dysplasie précancéreux qui peuvent être observés. Donc, on avait dit que c'était un état inflammatoire ou chronique qui est retrouvé parfois dans les infections virales, comme les candidiames dans le col utérin, ou bien on peut les avoir aussi, ces dysplasies, dans les tumeurs bénignes.
Donc, sur le plan microscopique, c'est sur le plan microscopique qu'on va parler de dysplasie, pas à l'examen macroscopique. Donc, sur le plan architectural, il y a une augmentation de la densité cellulaire, une diminution de la différenciation cellulaire, et aussi, surtout, une anomalie de la polarité cellulaire, une désorganisation carrément de cette structure épithéliale. La cytologie, quant à elle, donc on aura un problème de mitose, une augmentation des rapports nucléocytoplasmiques, la lysocariose, la lysocytose, etc. Donc, schématiquement parlant, c'est ça la dysplasie. Il y a des dysplasies de haut grade et il y a des dysplasies de bas grade. Ce qu'on a là, c'est les dysplasies de bas grade, et ce qu'on a en bas, c'est les dysplasies de haut grade. Vous voyez la différence entre les deux. L'aspect microscopique n'est pas le même, la densité n'est pas la même. Dans la dysplasie de haut grade, bien sûr que l'architecture épithéliale, elle est vraiment, vraiment très perturbée, et les mitoses sont allées de la base vers le tiers supérieur. Ça veut dire que ça atteint toute la partie épithéliale, contrairement aux anomalies au niveau des dysplasies de bas grade, qui peuvent altérer, tout dépend de la dysplasie, soit le tiers ou le 2 tiers. Donc, certaines anomalies microscopiques sont intenses, étendues, et c'est très important pour l'anatomopathologiste qui doit déterminer cette dysplasie afin de la grader. Donc, il y a un but d'évaluation de cette dysplasie. L'aspect microscopique nous guiderait vers le pronostic de cette maladie. Donc, il nous dira ce qu'on doit faire et quel est le pronostic. Bien sûr, il y a des différentes terminologies. Avant, on parlait de dysplasie légère, modérée à sévère, ça veut dire un tiers, 2 tiers, prenant tout l'épithélium. Et maintenant, on parle de néoplasie intra-épithéliale à des degrés 1, 2 et 3. Et bien sûr, maintenant, on parle de dysplasie de bas grade et de dysplasie de haut grade. Ça veut dire les bas grades, ils sont potentiellement, on va dire, bénins, mais à haut grade, là, il y a un risque important de développer un cancer. Schématiquement, c'est ce qu'on a. On a un épithélium d'un col normal, d'un exocole normal. Donc, vous voyez, il y a toutes les couches basales, la couche épithéliale intermédiaire et superficielle. Là, quand c'est la dysplasie légère qui est appelée néoplasie intracervicale type 1, on les a regroupés comme ça. Donc, la dysplasie légère, c'est la néoplasie intracervicale type 1. Donc, ça concernerait que les 2 tiers, contrairement aux dysplasies modérées ou bien néoplasie intracervicale type 2, qui atteindrait le 2 tiers, et les dysplasies sévères, qui sont considérées quand même comme des carcinomes in situ. Et on voit que l'atteinte de toute l'épaisseur de cet épithélium, et il y a un risque très important de développer un cancer invasif infiltrant dans un délai très court. Alors, on avait dit qu'il y avait des dysplasies de bas grade et de haut grade. Donc, on va voir, il y a plusieurs appellations, ce qu'on vient de voir là. Des dysplasies de bas grade, des dysplasies de haut grade, et là, des dysplasies légères. Ils ont été classés, les légères, comme bas grade. Donc, encore appelé IN1. Donc, ces IN1, on avait dit que c'était des néoplasies intracervicales de grade 1, est un terme, bien sûr, qui est histologique en sang. Il faudrait qu'on se mette d'accord, ce n'est pas un terme clinique, mais bien sûr, il est histologique. C'est-à-dire qu'on ne peut l'affirmer qu'après avoir fait une biopsie sous contrôle, bien sûr, colposcopique. Et ceci, bien sûr, après l'indication lors d'un diagnostic d'un frottis pathologique. Il s'agit d'une sorte de verrue cliniquement, on pourra le voir peut-être, une verrue plate, ça veut dire un condylome qui a l'aspect plat, qui est présent au niveau du col. Ça signifierait qu'il y a un HPV quelque part, et la biopsie va nous dire que la dysplasie, elle est légère et elle n'a atteint que le tiers inférieur du col, de la membrane.
Donc, l'importance d'y aller lors des biopsies, de pouvoir faire une bonne biopsie qui prendrait la partie basale. Si vous allez lire dans votre compte rendu que la dysplasie elle est légère, il ne faut pas se contenter de la conclusion, il faut y aller voir le contenu de cette description. Si la biopsie vous dira qu'il y a une basale et qui n'est pas infiltrée, qui a un tiers, ça veut dire qu'on a pris quand même une basale. Et si on n'a pas pris de la basale, donc la conclusion ne pourra être définitive. Il y a une dysplasie modérée qui est classée CIN2 et c'est un ensemble de lésions qui se situe entre la dysplasie légère, bien sûr, et sévère. Et c'est difficile aussi pour le pathologiste de faire la part des choses. Bien sûr, c'est des lésions, que ce soit les dysplasies légères et les dysplasies sévères, c'est des lésions qui régressent de manière spontanée sans traitement. Donc, pardon, le plus souvent, la prise en charge, bien sûr, elle est identique pour ces dysplasies à celle des dysplasies sévères. On avait dit que le traitement dépend de chaque situation. Donc, ce type de lésion de dysplasie légère à modérée, donc on va confronter, moi personnellement, je traiterai selon un contexte familial, selon un contexte factoriel surtout. S'il y a des cofacteurs importants qui me diraient que cette patiente, elle a un risque accru de développer un cancer, à ce moment-là, le frottis, la colposcopie et la biopsie, et surtout l'âge, détermineraient ma façon de voir les choses et ma façon de prendre en charge cette patiente. Car chaque élément peut influencer la probabilité d'évolution précoce et rapide de ce type de lésion vers un cancer sans traitement. Donc, le traitement, bien sûr, il entraînerait une destruction de ces cellules, soit par la chaleur, qui est la vaporisation laser, ou bien par le froid, qui est la cryothérapie par PCA, ou bien parfois, c'est aller un peu plus loin, c'est la chirurgie, une conisation, bien sûr, tout dépend. Tout dépend du contexte. Une patiente qui ne se fait pas suivre, qui habite dans un coin perdu, moi, je préfère la traiter radicalement. Qu'est-ce qu'une lésion sévère, dysplasique sévère? Bien sûr, donc, c'est une lésion sévère, c'est une dysplasie sévère, elle a atteint toutes les couches de l'épithélial, donc elle est considérée comme au grade. On peut l'appeler aussi carcinome in situ, parce que la frontière entre carcinome in situ et dysplasie sévère, elle est difficile à mettre en évidence pour l'anatomopathologie. Donc, cette forme, généralement, bien sûr, qu'on connaît que toutes les dysplasies nécessitent la lésion HPV, le contact HPV oncogène. Les cellules infectées peuvent perdre leur propre système de régulation et bien sûr rapidement évoluer vers la dysplasie sévère, donc qui prendrait toute la hauteur de la muqueuse. Une colposcopie pour ce genre de dysplasie est nécessaire. Sur une biopsie, il doit être bien guidé par la colposcopie. Plusieurs interventions chirurgicales sont possibles. Bien sûr, on peut traiter par la résection à l'antidiathermique, on peut faire notre biopsie par la résection, on peut faire notre biopsie par conisation, surtout si on voit que la zone de jonction, elle est mal individualisée, que les lésions, elles sont multiples et qu'on n'arrive pas à déterminer l'étendue de cette lésion. La conisation permettrait d'enlever une grande partie quand même du col et permettrait de trouver la lésion et de voir son étendue et peut-être voir le pronostic et la traiter par la suite. Donc là, on avait vu que c'était des lésions des dysplasies légères, modérées à sévères. Actuellement, ça c'est les anciennes appellations. Donc vous allez pouvoir peut-être les rencontrer souvent, mais mettez-vous dans la tête que maintenant, et on essaie de généraliser cette appellation depuis quelques années, et de ne plus mettre sur les comptes rendus de frottis cervico-utérin les autres appellations, mais on mettra les lésions de bas grade, tout en sachant que ces lésions de bas grade peuvent
peuvent mettre dans un groupe les lésions dysplasie légère, les néoplasies intraépithéliales de type 1. Donc, ces lésions sont parfois désignées par abréviation anglaise, bien sûr, LC. Donc, nous, dans nos comptes rendus, on a l'appellation anglaise, on a l'appellation entre parenthèses, bien sûr, on va expliquer que c'est les CIN1, que c'est les bas grades, etc. Donc, low grade superficial intraepithelial lesion. Ce terme regroupe bien sûr les lésions autrefois dénommées lésions à HPV, condylome et la dysplasie légère ou CIN1. Les lésions de bas grade représentent le premier stade de la lésion précancéreuse. Bien sûr, au niveau du protocole, au niveau du compte rendu, on a la présence au niveau cervical de cellules qui ont l'aspect coïdocytose, qui est presque pathognomonique d'une infection à HPV. Et on avait dit que les lésions de bas grade peuvent évoluer spontanément vers la régression dans 50% des cas. Et s'ils persistent, c'est là le problème dans 20% des cas. L'évolution, ils peuvent aller vers le haut grade ou bien vers l'invasif. Le haut grade, donc dans 30% des cas quand même haut grade, y compris les dysplasies type, les dysplasies modérées et sévères, y compris les carcinomes in situ. Et dans les pires des cas, ce sera l'évolution vers un cancer invasif. C'est pour ça qu'il faudrait surveiller ce genre de frottis. Et bien sûr, les lésions de haut grade, ou CIN2, CIN3, le frottis, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Qu'il y a des lésions intraépithéliales de haut grade, ask high. Donc, c'est des lésions de haut grade qui peuvent en évoquer une, ou encore des atypies. On peut avoir aussi des atypies malpighiennes de signification indéterminée, c'est les ascus. Donc, ces anomalies, bien sûr, il s'agirait le plus souvent de lésions dues, bien sûr, à la persistance d'une infection HPV ou une lésion précancéreuse non invasive, ce qui nous informe le gynécologue. Donc, c'est à vous de pouvoir déterminer quand on voit ce genre de frottis. Moi, la première des choses, je me poserai la question, cet HPV, est-ce qu'il est oncogène ou pas? Et comment on va devoir le confirmer? C'est bien sûr le fait de faire un test HPV afin de déterminer le typage oncogène. On avait dit que les hauts grades regrouperaient les CN2, les CN3 et les carcinomes in situ. Par contre, ces lésions intraépithéliales, bien sûr, elles vont rester intraépithéliales malgré le fait qu'on dit les lésions de haut grade, mais ça reste in situ, ça ne dépasse pas la membrane basale. Donc, des dysplasies importantes peuvent être rencontrées, et les dysplasies sévères, voire carcinomes in situ, et les anomalies nucléaires concernant la totalité de l'épithélium peuvent être vues. Parfois, on a du mal aussi à confondre ce qu'on appelle les carcinomes in situ et les carcinomes micro-invasifs, c'est-à-dire, c'est pour ça on oblige notre pathologiste, anatomopathologiste, à nous dire est-ce que la membrane nasale elle a été prise lors de la biopsie ou pas, pour pouvoir faire la part des choses. Là, c'est un tableau qui va vous résumer à peu près entre l'appellation OMS autrefois, selon la sévérité, en fait, la classification elle était selon la sévérité légère, moyenne à sévère, carcinome et invasive. Puis il y a Richard qui a donné une appellation surtout histologique, CIN 1, 2, etc., 3, voire carcinome épidermoïde invasif. Mais la classification de Bethesda de 2001, que tout le monde, sur le plan mondial, sur ces frottis cervico-utérins, on va retrouver maintenant des lésions intraépithéliales de bas grade, de haut grade, ou bien de carcinome épidermoïde invasif. Donc là, c'est un petit résumé sur le tableau, schématiquement parlant, selon la classification Bethesda, etc. Cette diapo va vous résumer, on va dire, le cours.
Donc là, on voit bien que l'infection HPV, elle est généralement transitoire lors du cancer du col, elle est transitoire. Mais si elle persiste avec d'autres cofacteurs, elle va évoluer, bien sûr, ce qu'on voit ici, soit la persistante, on avait dit dans 80% des cas, ça va disparaître. Si ça persiste, eh ben, ça sera les dégâts pour le col et les lésions précancéreuses, voire un cancer. Bien sûr, il faudrait qu'il y ait des cofacteurs associés à cet HPV. Hein. Donc, on avait dit que ces dysplasies peuvent régresser, bien se stabiliser, ils peuvent être stables pendant plusieurs années et se réveiller par un cofacteur. Le fait d'avoir un petit stress, le fait d'avoir une petite immunodépression ou autre pourrait réveiller ce problème viral et qui risquerait de s'aggraver avec le temps. Bon, ça, c'est des petits résumés pour vous. On avait dit les dysplasies légères, généralement, on les voit à l'âge de 33 ans. Hein. On peut les avoir même chez les jeunes de 25 ans si elles ont été mariées à l'âge de 25 ans, pardon, de 20 ans ou bien 18 ans. Donc, généralement, l'évolution voudrait que la régression se fait naturellement dans 50% des cas. Ça pourrait évoluer vers la dysplasie moyenne, qui est le haut grade. Et même le haut grade peut régresser dans 30% des cas. Par contre, la dysplasie sévère, on peut la voir à 36 ans. Vous voyez que c'est un âge qui est très jeune pour le carcinome in situ. Et même à ce stade-là, le frottis cervico-utérin nous a donné le temps d'agir. Il nous a donné le temps d'éviter un cancer invasif à l'âge de 45 ans. Vous imaginez, on a largement le temps. Il suffit seulement de faire le frottis de manière assez régulière. Là, c'est un schéma un peu qui récapitule un peu l'aspect du papillomavirus et son action sur tout le carcinome in situ. Bien sûr, c'est un carcinome qui se situera seulement au niveau de l'épithélium, qui est séparé du tissu conjonctif par une membrane basale qui est bien sûr bien distincte. Ça veut dire qu'il est vraiment in situ, il prend tout l'épithélium, mais sans être invasif. Donc, la prolifération cellulaire, elle s'est faite cancéreuse, qui est cancéreuse, elle s'est faite que sur l'épithélium et qui ne va pas franchir cette membrane basale. Et l'envahissement va se faire au bout de 10 ans aussi. Hein. Les localisations, les carcinomes in situ, ce qui nous intéresse, nous, c'est le col utérin. On peut les avoir sur les autres muqueuses malpighiennes, que ce soit la lèvre, l'œsophage, la vessie ou bien sur le tube digestif. Et surtout aussi, ce qui nous intéresse aussi, nous, le sang, carcinome intracanalaire épithélial. Bien sûr que le cancer, le carcinome in situ, que ces lésions précancéreuses, elles sont diagnostiquées histologiquement sur des biopsies ou bien c'est des pièces opératoires de conisation. Cliniquement, il n'y a pas de masse tumorale. Macroscopiquement, c'est difficile de voir ces lésions précancéreuses. On peut suspecter, mais on ne peut pas les voir. On peut voir on va dire que des lésions qui sont anormales, macroscopiquement anormales. La distinction entre carcinome in situ et dysplasie sévère de haut grade est difficile et parfois impossible, je vous l'avais dit tout à l'heure, lors de l'examen microscopique. Et donc, notre attitude thérapeutique, bien sûr, elle est identique qu'il s'agit d'une dysplasie sévère ou d'un carcinome in situ. Le point de départ, le point important, et le point de départ, restera au niveau épithélial et il y aura aussi l'importance de l'intégrité de cette membrane basale. L'évolution, donc dysplasie, carcinome in situ, carcinome invasif, qui est très fréquent, n'est probablement pas applicable à tous les carcinomes. Il y a des carcinomes in situ qui peuvent aussi avoir un très bon pronostic. Car à ce stade-là, il n'y a pas une effraction de cette membrane basale, donc on est loin de la métastase, on est loin de l'invasion vasculaire. Comment va-t-on traiter ces lésions précancéreuses? Il y a énormément de conduites à tenir, il y a énormément de protocoles, mais il y a un protocole à suivre et la surveillance est de règles. Pour les lésions, des traitements des lésions malpighiennes ou glandulaires, bien sûr qu'on va dire que ces lésions sont
elles sont d'une gravité croissante selon le degré d'atteinte de la membrane, de l'atteinte épithéliale. Donc, on doit surveiller ces lésions ou bien on va la supprimer. Je vous avais dit tout à l'heure, c'était selon le contexte, selon les conditions socio-économiques de la patiente, selon qu'elle peut ou pas, qu'elle puisse ou pas se faire suivre. Donc, notre conduite à tenir dépendra aussi de plusieurs facteurs. Lorsque la lésion doit être traitée, le choix du traitement doit prendre en compte le désir aussi de grossesse de la patiente. Vous avez vu qu'il y avait des lésions précancéreuses à l'âge de 33 ans. Vous imaginez que c'est jeune. Parfois, c'est des lésions qui surviennent après une stérilité de je ne sais combien. Elle désirera toujours une grossesse. Quel que soit le traitement effectué, l'objectif est de retirer ces anomalies épithéliales. Et bien sûr, et d'empêcher cette lésion d'évoluer vers un cancer. Donc, il y a les surveillances photoniques, il y a la biopsie. 60% de ces dysplasies de bas grade vont disparaître. Ça, c'est l'évolution HPV, élimination. Les traitements des lésions malpighiennes. CIN1, bien sûr, c'est la surveillance. Détruire par la vaporisation, c'est un choix, hein, on n'est pas obligé de faire tout ça. Soit on décide de surveiller. Moi, personnellement, je surveille. Je fais confiance à l'immunité et au corps humain, mais je vous ai dit, tout dépend du contexte aussi. La surveillance, les détruire par vaporisation laser ou bien par cryothérapie, les enlever soit par lance laser ou bien diathermique ou bien la conisation. Donc, contrairement à la conisation à ce stade-là n'est pas de règle. Hein. Donc, c'est l'anatomopathologiste qui nous dira est-ce que réellement c'est un CN1 ou pas. Les lésions de haut grade, bien sûr, ils sont systématiquement traités. La plupart du temps, c'est une conisation. La conisation, elle est réalisée soit à lance diathermique, soit au bistouri froid, ou bien la partie du col retirée est plus ou moins importante. S'il y a un désir de grossesse, la conisation doit retirer seulement la portion du col atteinte et réduire cette conisation. Il faudrait que ce soit les tranches de section doivent être saines. Les lésions de petite taille, notamment, peuvent être détruites par vaporisation laser. Hein. Ils peuvent être aussi détruites aussi par cryothérapie, malgré le haut grade. Ils peuvent être aussi, on avait dit que idéalement, c'était de la conisation pour voir à ce que complètement, il n'y a pas une autre zone où la membrane basale, elle est atteinte ou pas. Donc, j'avais dit tout à l'heure, le carcinome in situ est difficilement différenciable du CIN3. Bien sûr, il y a des lésions aussi, on peut avoir des lésions glandulaires. Comment surveiller nos patients? Pour les patients qui n'envisagent pas de grossesse, le traitement recommandé pour des lésions glandulaires, surtout les adénocarcinomes in situ, je parle bien des adénocarcinomes in situ, c'est l'hystérectomie. Parce que l'adénocarcinome in situ, il est plus méchant que le carcinome épidermoïde in situ. Et il est rapidement métastatique. Dans le cas où la patiente envisage une grossesse et sous certaines conditions, bien sûr, c'est à la patiente aussi de décider qu'elle veuille ou pas une autre grossesse, mais c'est à nous aussi de l'informer que la grossesse risquerait d'aggraver sa situation, qu'il y a un risque de rechute et qu'elle doit accepter ce risque-là. La conisation réalisée pour le diagnostic, parfois, pourrait suffire à un traitement curatif. Et la surveillance est de règle. Si les conditions, bien sûr, ont été requises, une hystérectomie peut être proposée. Ça veut dire conditions requises ne sont pas respectées, la patiente qui ne se fait pas suivre, il y a d'autres facteurs HPV, il y a des lésions, elle a des maladies sexuellement transmissibles, l'âge, elle ne désire plus de grossesse, à ce moment-là, il faut y aller, il faut être large. Bon, je passe. Bon, sur ces lésions précancéreuses ou bien les carcinomes in situ, c'est rare d'avoir un symptôme.
Le diagnostic n'est fait généralement que lors des résultats. On peut avoir un polype cervical qui soit symptomatique ou pas. Ça veut dire symptomatique des métrorragies de contact. Le diagnostic, on l'avait dit que c'était lors du frottis cervico-utérin. Et bien sûr, ces états précancéreux du col, les examens peuvent comprendre ou bien un frottis, un test de dépistage HPV, une colposcopie, voire une biopsie. Et même parfois, dans les lésions glandulaires, il faut y aller vers le curetage endocervical. On avait parlé des traitements. Et là, un petit diagramme sur les tests HPV que vous allez retrouver et que vous devriez avoir lors de votre consultation si vous décidez de faire de la PMA, de la PMI et faire une consultation en périphérie. Donc, si le test HPV est positif, donc l'examen cytologique réflexe, soit il est négatif ou bien il y a un ascus, bien sûr, des activités cellulaires intermédiaires, colposcopie et de règles. Et si le test il revient négatif dans un premier temps, donc on a le temps de refaire un autre test HPV parce qu'il y a plusieurs, on peut avoir, il y a un risque de faux négatif, il faut le refaire dans l'année qui suit, surtout si le premier test il est positif. Donc s'il est positif, dans un an il est négatif, à ce moment-là, on est tranquille, la patiente ne possède pas de type oncogène HPV, à ce moment-là on peut y aller jusqu'à 5 ans. Si le résultat il est positif, bien sûr, il faut y aller à la colposcopie et voir est-ce qu'il y a lieu de faire des biopsies qui pourraient nous guider dans notre surveillance et notre prise en charge. Bien sûr, si le test HPV est négatif, à ce moment-là, d'emblée, il faudrait y aller vers rejoindre le test HPV chaque 5 ans. Et bien sûr, là, vous allez voir, il y a plusieurs protocoles de conduite à tenir devant des frottis. C'est des conduites à tenir que vous allez devoir pas apprendre par cœur, je suppose, connaître, comprendre le pourquoi du comment, pourquoi on surveille chaque 6 mois, pourquoi on surveille notre cytologie doit être faite chaque 6 mois, pourquoi la colposcopie doit être faite chez certains cas, dans certains frottis anormales et pas dans d'autres. Donc, ces protocoles vous guideraient à vous orienter et à prendre une décision qui était bien réfléchie et bien étudiée par nos confrères qui s'intéressent surtout. Voilà, ça c'est des schémas que vous allez devoir revoir tranquillement pour pouvoir comprendre le comment et du pourquoi de cette surveillance. Et là, je dirais, bon, j'ai pas les statistiques en Algérie. Et bien sûr, là, quand on voit ces chiffres, 35 000 lésions par an précancéreuses ou cancéreuses du col de l'utérus, vous imaginez 35 000 femmes. Ça reste le deuxième cancer de la femme après le cancer du sein. Ces lésions nécessitent éventuellement des interventions, parfois aussi une prise en charge particulière. 3 000 cas de ces lésions précancéreuses évolueraient vers un cancer de l'utérus. Et 1100 décès de femmes suite à un cancer du col de l'utérus. Vous imaginez que ces 1100 personnes, femmes décédées en une seule année, auraient pu être sauvées, sauf si elles ont été prises en charge à temps lors des lésions précancéreuses. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Merci. Alors, dites-moi comment... il y a des questions? Je vais voir, madame. D'accord, ok, merci. Est-ce qu'elles ont posé des questions? Non, madame, il n'y a aucune question. Aucune question? Vous avez tout compris? Oui, apparemment. Vous voulez dormir, c'est ça? Peut-être, oui. D'accord. Et normalement, vous allez devoir faire le cours de
Vous allez devoir faire le cours de cancer du col la semaine prochaine. Oui, normalement. Alors, il y a eu combien de présents? Ils ont atteint à peu près 40 participants. 40, pour moi, je vois 12. Ah non, ils ont quitté, ils viennent de quitter. Mais pendant la séance, c'était une quarantaine d'étudiants. D'accord, ok. Ok. D'accord, ok. D'accord. Merci, je vous remercie. Merci, madame. Bonne soirée. Merci également.